Nous sommes le dimanche 8 juillet 2018, nous sommes à Villepinte pour Japan Expo 19e Impact et je suis avec Daniel Andrieff. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel qui est là pour nous présenter la légende Dragon Quest paru chez Sœur d'édition, mais avec qui on va parler de toutes ses activités diverses et variées. Et bien première question Daniel, est-ce que tu peux te présenter rapidement, même si ça me semble très compliqué? Alors on va faire simple. Je suis Daniel Andreev et je suis héros du quotidien. Non, je sais plaisante. Je suis journaliste et je suis auteur. Et mes activités sont assez diverses puisque je suis à la fois journaliste par exemple pour des magazines comme Gamecult, des sites internet, pour Pixel Le Monde, pour Slate et en même temps je suis producteur de podcasts, co-présentateur de podcasts qui sont les miens d'ailleurs puisque c'est moi qui les produis entièrement. After Eight, Super Ciné Battle, un autre qui s'appelle Parle à mon Luc. C'est des podcasts concept, mais on est très content. J'engage les gens de les écouter. Je présente aussi une émission qui s'appelle MDR, qui est spécialisée dans les comédies françaises, qui est une autre de mes spécialités. Et là, je peux dire qu'il y a beaucoup moins de gens sur le créneau parce que, évidemment, il n'y a personne qui est prêt à s'enfiler toutes les comédies françaises qui sortent dans l'année comme moi. Et puis maintenant, auteur, puisque là, en ce moment, j'ai 2 livres coup sur coup qui sont sortis cette année, puisque j'ai Dragon Quest, la légende Dragon Quest chez Feur d'édition, comme tu l'as dit. Et puis aussi Super Ciné Battle, le livre qui est adapté du podcast. On est le premier podcast à avoir notre propre produit, livre dérivé. Voilà. On n'est pas peu fiers. Du coup, la transition est toute faite parce qu'on va parler rapidement de la légende Dragon Quest chez Ford Edition. Est-ce que tu peux me raconter rapidement les origines de ce bouquin? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit tiens, je vais écrire un bouquin sur Dragon Quest? Alors, honnêtement, il n'y a aucune force au monde qui pourrait te dire « Ah tiens, ça serait une bonne idée d'écrire un livre Dragon Quest en France. » Puisque Dragon Quest, on parle quand même c'est quand même une série de jeux de rôle japonais qui sont quand même un public, même si ça a un énorme succès en France, et la France est le 2e pays au monde sur Dragon Quest, ça reste quand même un public de niche. Et, toujours ma première réflexion, c'était qui ça va intéresser, quoi. Et donc, du coup, toute la problématique de mon bouquin, c'était d'essayer de rendre ça intéressant à la fois pour les gens qui connaissent, donc c'est-à-dire il faut que ça soit très documenté, riche en anecdotes, et ça j'ai de la chance parce que je suis quand même journaliste depuis plus de 20 ans, donc ça fait 20 ans que je suis ces gens, que je fais des interviews, que je vais au Japon. J'ai fait une quarantaine de voyages au Japon, donc j'ai beaucoup de documents. Voilà, ça je suis blindé là-dessus, mais en même temps aussi rendre ça intéressant aux gens. Et ma démarche en tant qu'auteur, en tant que journaliste, c'est toujours été, de plus en plus, une approche du New Game journalisme, c'est-à-dire d'essayer de faire vivre quelque chose, d'essayer de faire euh, communiquer quelque chose, c'est-à-dire de pas uniquement être dans la description, puisque la description, ça s'appelle Wikipédia. Moi, je fais pas ça. D'abord, je saurais pas faire ça, je saurais pas faire ça bien. Moi, ce que je peux faire, par contre, c'est te raconter pourquoi ça a une importance et pourquoi Dragon Quest est important pour les gens. Donc mon idée de départ, à partir du moment où je me suis décidé à faire ce bouquin, c'est d'expliquer pourquoi Dragon Quest est si important au Japon et pourquoi ça l'est devenu par ricochet en France. Et du coup, je trouve aussi qu'il y a une approche très personnelle de cette approche. Tu parles un peu de toi à travers ce livre. Du coup, quel est ton rapport avec la saga Dragon Quest? Comment tu l'as découverte? Et du coup, quel est aujourd'hui ton épisode préféré? Pour moi, même la clé du bouquin, c'est aussi de parler d'expérience. C'est-à-dire que si on se contente de décrire les jeux, ce serait pas intéressant. Par contre, si on le fait vivre et qu'on explique pourquoi Dragon Quest est important pour moi, avant de l'expliquer pour le public japonais ou pour le public français, il faut que j'explique pourquoi ça a une quelconque importance pour moi. Et pour moi, c'était les premières années où j'apprenais le japonais. Donc, mon premier Dragon Quest date de 91-92. Donc là, c'était le 5 exactement. Et vraiment acheté par hasard, sur un coup de cœur, genre une belle jaquette d'Akira Toriyama, donc quand même le dessinateur de Dragon Ball. Et à l'époque, tout ce qui était Dragon Ball fascinait. On était moins documenté, il n'y avait pas d'internet. C'était à pleine époque du Club Dorothée. C'était encore l'époque du Club Dorothée. Et c'était l'époque où on se battait dans les boutiques d'import pour essayer d'avoir les dernières pages de Dragon Ball. Et c'était les trésors à l'époque. C'était vraiment, il y avait une baston là-dessus. Et moi, j'ai vu cette illustration et j'en suis tout de suite tombé amoureux. Et Akira Toriyama fait partie intégrante de Dragon Quest et de l'identité de Dragon Quest. Et donc ça a été ça mon premier contact. Mon premier contact a été aussi le fait de voir que c'était super austère, c'était pas très beau, et que ça a demandé ça me demandait quelque chose. Ouais, une exigence, c'est presque une discipline pour que je m'y mette, parce que contrairement à Final Fantasy, donc le principal concurrent de Dragon Quest, et à chaque fois Final Fantasy se renouvelle et donc renouvelle aussi la technique. Dragon Quest, c'est beaucoup plus une série sur les habitudes et qu'est-ce que ça s'inscrit dans notre vie quotidienne presque. C'est une série
qui a accompagné toute une génération de Japonais et qui se reconnaissent dans un Dragon Quest un peu comme c'est un truc générationnel. Et du coup, ensuite à ça, donc, tu as joué à tous les épisodes, j'imagine, même les spin-offs. Quel est l'épisode qui t'a le plus marqué pourquoi celui-là plus qu'un autre? Ah, évidemment, j'ai adoré Dragon Quest V, et parce que s'il y a une conception de saga en fait. Mais en fait, chacun des Dragon Quest m'a marqué à sa manière. Il y a assez peu de Dragon Quest qui sortent finalement, ils sont tous de plus en plus espacés, et chacun des épisodes a une réflexion particulière sur une manière d'aborder l'aventure, mais aussi au fur et à mesure, il y a les versions multijoueurs en ligne. Donc du coup, ils essayent d'aborder ça de manière assez différente à chaque fois. Même quand on est multijoueur, par exemple, je pense à Dragon Quest 9, tout d'un coup, je me suis retrouvé à jouer pour la première fois avec des potes à Dragon Quest, et c'était vraiment un choc pour moi. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est un épisode les plus vendus, c'est parce que tout d'un coup, tout le monde pouvait l'avoir dans sa poche, le sortir de sa poche, faire du Street Pass, et puis en même temps, tout d'un coup, dire on fait un donjon ensemble. Et ça, c'était sorti sur une console extrêmement populaire aussi. Qui était la DS de Nintendo. Chaque épisode est assez marquant en soi, je trouve, et raconte un peu l'histoire du jeu vidéo japonais, en fait, puisque à chaque fois, ils ont marqué l'industrie. Et il y a des raisons à ça, et c'est ça que j'ai expliqué dans mon bouquin. Il y a un côté vraiment aussi patrimonial dans Dragon Quest, c'est-à-dire que autant la saga Final Fantasy est populaire, marche très bien, mais Dragon Quest c'est presque institutionnel dans ce pays. Comment on peut expliquer ça? C'est un cas unique où un jeu vidéo devient presque une institution, mais d'abord parce que, comme je le disais, chaque génération a son Dragon Quest, elle se retrouve dans un Dragon Quest, et c'est quelque chose c'est une machine à créer de la nostalgie en fait. Quand on regarde Dragon Quest, déjà le trait de Toriyama, il est très efficace, mais il est aussi très nostalgique. On retrouve à peu près toujours le même trait, mais à chaque fois avec un angle différent, il y a une aventure différente. Bien sûr, c'est pas toujours la même chose. Mais par contre, il y a des liens logiques qui se font de l'ordre du graphisme, de l'ordre de la narration, ou même de l'ordre de la musique, puisque c'est toujours les mêmes musiques, et même les mêmes Koichi Sugiyama, et même les mêmes bruitages en fait. Et le fait de reproduire ça et de le redonner à une nouvelle génération, ça crée du lien en fait. Et quelque part, finalement, les jeux vidéo, qu'est-ce que c'est sinon être ensemble à faire quelque chose, quoi. Il y a un côté presque conservateur aussi de la série, c'est-à-dire que, mais même des fans, c'est-à-dire que si demain les bruitages venaient à changer ou l'esthétique venait à être modifiée, je me souviens de Dragon Quest 9 qui avait failli être un action RPG et ça avait fait bondir les fans. Il y a eu des cas comme ça justement où oula, tout à coup ils voient la photo et ils disent mais il n'y a pas le menu, mais qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de menu et c'est pas normal. Et effectivement pendant Dragon Quest 9 ils sont fait machine arrière puisqu'ils ont vu le tollé, mais les réactions, ils ont dit mais c'est pas du tout ce qu'on attend dans Dragon Quest. Et c'est vrai qu'il y a une forme de conservatisme, mais en même temps ça se voit même dans les jeux les plus modernes qu'ils ont fait. Par exemple Dragon Quest 10 qui est un jeu en ligne, un MMORPG, on peut quand même y jouer complètement tout seul, c'est-à-dire sans jamais. Mais le producteur du jeu, le créateur du jeu, Yuji Horii, il y joue tout seul parce que il aime pas parler aux gens. C'est un gros timide, et donc du coup il a un personnage et il joue tout seul. Et on peut emprunter d'autres personnages, mais voilà, on peut jouer tout seul. Donc ce qui est déjà une forme de conservatisme, quoi. C'est non, c'est en ligne, mais par contre vous pouvez toujours faire votre truc tout seul dans votre coin. C'est un MMO solo, quoi. J'ai passé 300 heures de jeu, dont sans doute 290 solo. Et du coup, justement, rapport à la France, donc en France, c'est Final Fantasy qui est la série extrêmement populaire grâce à Final Fantasy VII. La saga Dragon Quest est arrivée pas loin de 10 ans plus tard avec l'épisode 8. Pourquoi la série a mis autant de temps à arriver et pourquoi, du coup, elle a mis autant de temps aujourd'hui à s'imposer? Alors d'abord, il y avait un décalage générationnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Dragon Quest sortait en décalage par rapport au Japon. C'est-à-dire au Japon, il faut tout le temps de traduction. Et même on le voit pour DQ11, il sort un an après en Occident, alors que pourtant Square Enix a déjà la logistique pour traduire vite. Donc il y a déjà le temps de... FF15, c'est la sortie mondiale d'ailleurs. Oui, ils ont vraiment la logistique pour ça. Mais d'abord, Dragon Quest est prioritairement un jeu japonais. Dragon Quest 10, ils l'ont dit, on fait un MMO, mais pour les Japonais. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti, du moins en Occident. Et du coup... il y a ça, et puis ensuite il y a l'aspect technique. Et l'aspect technique, c'était toujours un mauvais timing. C'est-à-dire quand il était bien et sortable sur Super Nintendo, sur Super Famicom, déjà on passait à la PlayStation. Quand il est sorti sur PlayStation 1, le 7, la PlayStation 1 était déjà vieille, elle était en 2000, donc on en passait déjà, la PlayStation 2 était déjà sortie même.
Donc il y avait toujours un décalage générationnel. Et le moment où Dragon Quest a pu... c'est-à-dire, il y a eu les premiers Dragon Quest sont sortis sur Famicom. Mais le moment où ça a vraiment explosé, c'est le moment où ils se sont dit « Ah, là, on a le bon timing, on a un jeu magnifique, il faut le sortir, c'est Dragon Quest 8. » Et là, Dragon Quest 8 est sorti en Occident. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont eu leur public, bon merchandising. C'est comme ça que Dragon Quest a pu s'imposer en Occident. Ils ont dû aussi faire des concessions. Je me souviens qu'ils avaient refait les musiques, ils avaient refait les menus, ils avaient rajouté des voix. Ils se sont quand même dit, le public occidental, c'est pas le public japonais, il faut faire des concessions. Ouais, voilà, on peut pas tout faire à la japonaise, c'est-à-dire on peut pas se suffire juste d'un menu texte, on peut pas tout d'un coup les mecs qui parlent pas, il faut mettre des voix digites, et d'ailleurs ils le font pour des Q11 qui sera doublé alors que dans la version originale il n'est pas doublé, il y a pas de voix. C'est des choses qu'il faut concéder au monde occidental pour eux, et puis surtout parce qu'ils sont à l'écoute de ce que les gens veulent, et c'est comme ça que Square Enix réfléchit maintenant. Ils réfléchissent globalement maintenant. La saga Dragon Quest est toujours portée par un trio de créateurs, à savoir Yuji Horii, Akira Toriyama et Koichi Sugiyama, qui commencent à être tous très vieux et donc pas très loin de la retraite. Est-ce que pour toi, la saga Dragon Quest a un avenir sans ces personnes? C'est la vraie question qu'on peut se poser après Dragon Quest 11, puisque Dragon Quest 11 sera vraisemblablement le dernier jeu de ces trois-là. C'est-à-dire de ces trois-là, Koichi Sugiyama est vraiment... il est vieux, il est très très vieux, et même dans des Q11, il utilise beaucoup de ses musiques précédentes, ce qui lui était jamais arrivé. 80 ans, si je dis pas de bêtises, ou pas loin. Je crois qu'il a 87 ans, et voire 88 ans. C'est un stakhanoviste, il adore ça, mais il fume toujours. Oui, bizarrement, ça a l'air de conserver, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour lui, ça sera sans doute son dernier jeu. S'il fait un DQ12, il va pas faire beaucoup de musique. La vraie question, oui, c'est comment le jeu va survivre, en sachant que c'est Yuji Horii qui est vraiment le centre de tout, et que visuellement, le jeu appartient à Akira Toriyama, et c'est un cas unique au Japon où c'est vraiment un jeu d'auteur en fait. C'est le premier jeu mainstream, et en même temps c'est un jeu d'auteur, et je pense qu'ils ont prévu déjà la relève. On sent que Yuji Horii, les réalisateurs qu'il met sur les jeux, il réfléchit à qui pourrait prendre la suite. Mais après, pour Akira Toriyama, ça c'est un autre problème. L'avantage, c'est que le style Akira Toriyama est très facilement imitable. On a suffisamment parlé de Dragon Quest, maintenant on va parler un petit peu de toi, de tes activités. Donc on en parlait un petit peu au début, donc tu fais partie du podcast Gaijin Dash mensuel sur Gamecult, où vous parlez de jeux vidéo japonais, mais pas que, vous parlez aussi pas mal de la vie du Japon, la culture japonaise. Tu as effectivement les podcasts Super Ciné Battle pour parler de cinéma, et donc de MDR pour parler de comédie, After Eye pour parler de culture pop en règle générale, et du coup tu as aussi lancé avec succès un Patreon qui va permettre de développer un peu cette activité. D'où ça vient chez toi cette volonté de partager la culture populaire et d'en parler comme ça? D'abord, tout petit, j'étais passionné par la presse en général. Je lisais la presse, mais je lisais le Nouvel Obs parce que j'aimais bien les critiques ciné de François Forestier. Je suis un passionné de ça depuis très 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 longtemps. Je bouffais beaucoup de lectures et instinctivement, j'ai eu un site internet, ce qui aujourd'hui s'appellerait un blog, mais je parle de ça en 96, à l'époque où Internet n'existait pas vraiment. Qui a disparu, a priori. Oui, mais voilà, je suis passionné de ça depuis longtemps, et puis le style que j'ai aujourd'hui est un peu le fruit de 20 ans de métier, qui est j'ai une idée assez fixe de ce que je veux faire en termes de travail. Et mon leitmotiv, c'est on n'est pas là pour faire chier les gens, on est là aussi pour leur apporter un plaisir. Je suis pas là pour uniquement décrire un jeu, mais je suis là aussi pour expliquer pourquoi ce jeu est important. Pourquoi il est important pour moi, pourquoi il sera important pour le lecteur. J'essaye de le faire vivre en fait. Alors, le jeu existe déjà en tant que tel, le jeu il n'a pas besoin de moi. Mais par contre, on est à une étape entre nous et le lecteur, et du coup, je me dois de lui donner le meilleur de moi-même à chaque fois pour que il y prenne plaisir aussi. Si on fait une critique d'un jeu ou si on fait une critique d'un film et qu'on ennuie les gens, on a perdu la bataille. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut intéresser les gens, et pour ça, il faut bien écrire. Il faut essayer d'avoir les bonnes punchlines quand c'est à l'oral. Il faut essayer d'être mémorable. Et c'est très compliqué d'être mémorable, et j'essaye modestement de faire le maximum pour pas faire chier les gens.
Voilà, c'est mon leitmotiv. Voilà, et tout ça, c'est le fruit de ma propre passion. Hein. C'est que ça m'intéresse aussi en tant que lecteur. Je suis je bouffe des films à ne plus savoir qu'en faire, quoi. Et voilà, ça me passionne. Et si ça me passionnait pas, eh ben, j'aurais changé de métier. Justement, tu parles de bouffer des films et de faire chier les gens. J'ai fait un calcul rapide. Dans Super Ciné Battle, vous avez classé déjà plus de 600 films, même pas loin de 700. Donc par génération à chaque fois. Donc le principe rapidement, les auditeurs vous envoient des listes et vous décidez de faire la grande liste des meilleurs films de l'histoire du cinéma, classés par décennie. Justement, donc après plus de 600 films classés, est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude ou pour vous, bah non, tant que l'orchestre joue, on danse? Alors non, pas du tout, mais pas du tout. On doit en enregistrer un prochain épisode la semaine prochaine, mais on pense en enregistrer 2 d'affilée, d'abord pour prévision des vacances, mais aussi parce qu'on adore ça, et ça c'est un truc fou, c'est que même si on a parlé d'un film, il y a toujours autre chose dont on peut parler, et on a fait des listes sans même... je veux dire, on a fait une liste des années 90 sans parler de Fight Club, quoi. On se le garde pour un jour où on va parler de Fight Club. On n'a pas parlé de Mulholland Drive alors qu'on est dans les années 2000. On se garde des grands films encore. Et du coup, ça nous permet de parler aussi de cinéma bis. Ça nous permet aussi de parler de cinéma de genre, de parler de comédie, de parler de plein de... Notre podcast est fait pour s'amuser, se divertir, tout en parlant de films, d'évoquer des souvenirs pour ceux qui les connaissent, et en même temps évoquer ce que ça nous parle, ce que ça nous dit à nous. Moi, j'ai pas été dans une école de cinéma, contrairement à mon camarade papa qui s'appelle Stéphane Boulet. Lui, il est vraiment expert sur la technique, et moi, je suis vraiment un gars du ressenti, et on a parfois des débats très houleux sur des films qui nous séparent. Mais il n'y a pas une once d'ennui, et on est vraiment très impatient. On est toujours impatient de changer de décennie, parce que c'est comme un muscle qui se réveille et qui on se dit ah ça y est, on en retourne dans les années 70, ça va être fun. On adore ça, et il y a toujours des films, et on est très impatient. On compte les jours jusque dans les années 2020, puisqu'on va changer de décennie, et là il va falloir on a une nouvelle décennie sans aucun film dont on a parlé, et là on va s'amuser, quoi. Et donc du coup, on va parler rapidement du Patreon là, qui a très très bien marché. Et donc du coup, normalement, il y a de nouveaux formats qui sont prévus. Est-ce qu'un super Game Battle ou même un super Dragon Quest Battle pourrait arriver? Super Dragon Quest Battle, non. Mais par contre, on a une émission de jeux vidéo qui arrive. On a enregistré le pilote il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines. Là, on est en période de vacances pour tout le monde, donc on a le temps de préparer. Mais c'est ça qui est le confort d'un Patreon, c'est qu'on peut acheter je peux acheter des caméras s'il faut, je peux acheter de la technique, des micros. Ça me donne de la liberté de créer ce qu'on a envie. J'ai 2 autres podcasts en projet, et ça me permet aussi de rémunérer les gens qui travaillent avec nous, qui font soit de la musique, soit par exemple les designs aussi, les hébergements, peut-être payer un monteur professionnel parce que j'ai un projet de podcast trop ambitieux pour moi et mes capacités. Mais par contre, pour une vraie oreille, parce que c'est un vrai métier en fait. Et sur Super Ciné Battle, ça passe parce qu'on discute pendant 2 heures. Mais pour faire des trucs presque qualité radio, il faut passer une étape au-dessus, et je me rends compte qu'il faut rémunérer des gens par principe, parce que j'ai souvent été de l'autre côté du miroir. J'ai été le gars qu'on paye en retard ou jamais. Et donc du coup, je me dis maintenant ça y est, on peut arriver à une étape différente. Donc voilà, on a un podcast de jeux vidéo qui arrive, et il y aura du combat, ça je peux te le garantir. Et j'espère que ça va être bien, parce que vraiment on tient un concept vraiment chouette et qui est basé un peu sur nos personnalités, mais en même temps avec des invités et tout. Ça va être vraiment super. Ça sera disponible donc sur YouTube, mais aussi sans doute sur d'autres plateformes de vidéos, et bien évidemment en podcast. Et t'as une date à peu près ou pas encore? On vise fin août, début septembre, je pense. Voilà. Début septembre, ça serait super pour le TGS. Voilà. Ben voilà. Donc pour le TGS, on est prêt. On a pour habitude, du coup, parce que c'est déjà la fin de cette interview, on a pour habitude de laisser 30 secondes à notre invité pour parler de ce qu'il veut. Donc s'il a un coup de cœur, un coup de gueule, un film à recommander ou à décommander absolument, ou une envie du moment. On a eu un coup de cœur sur Windows 10 récemment, donc c'est vraiment open. Tu as 30 secondes de libre antenne. Alors, Windows 95, non, je plaisante. Écoute, moi j'ai adoré Quiet Place, le film de John Straczynski. Zut, il me pardonne. Sans un bruit, je crois en français. Sans un bruit, voilà. Voilà, c'est un très très beau grand film, parce que c'est ça qui est important dans un film, c'est le voyage émotionnel qui provoque en toi.
Et de voir ces personnages évoluer du point A au point B me fait complètement oublier tous les à côté qui auraient pu être par exemple dans Signs de Shyamalan. J'ai été complètement pris par le film et je pense que c'est un très grand film de cette année. Voilà, donc sans un bruit, allez-y. Il y a eu la fête du cinéma, mais vous pouvez payer plein pot votre place. Sinon, le dernier Quentin Dupieux est super. Voilà, au poste. C'est vraiment bien, c'est très très drôle et ça dure 1h10, ça passe à toute vitesse. Merci infiniment Daniel, donc on te retrouve sur ton stand jusqu'à la fin de cette Japan Expo et donc peut-être un jour avec d'autres livres. À très bientôt, oui, j'espère avec d'autres livres et d'autres projets. Merci beaucoup, à bientôt.